Bonjour à tous. Avant de parler de SI, je vais vous parler de la scarpetta. Oui, c'est dans le sujet, vous allez voir pourquoi. Mon grand-père, qui venait de la campagne udinaise, est parti là-bas dans les années 30 pour émigrer en France. C'était des migrants de l'époque. Ils fuyaient la misère du pays udinaise. Et puis la misère, elle était pas mal aussi dans le sud quand ils sont arrivés, non seulement parce que l'accueil, comme aujourd'hui pour les migrants, n'est pas toujours au top, hein, ils se sont fait traiter de macaroni abondamment, etc. Et puis aussi parce qu'il n'y avait pas des masses à manger, quoi. Ma mère, quand elle allait à l'école le matin, elle avait une tranche de pain, et puis de temps en temps, on frottait un petit peu d'ail dessus. J'ai pas beaucoup connu mon grand-père, hein, parce que c'était un grand-père à l'ancienne, donc il parlait pas trop aux petits-enfants, les trucs de moins de 18 ans, là, ça l'intéressait pas parce qu'on pouvait pas aller à la chasse avec et on pouvait pas regarder le foot. Mais durant les quelques années où je l'ai côtoyé, il y a une fois quand même où il m'a pris à part, il m'a pris sur les genoux, c'était exceptionnel, quoi. Et c'était pour m'apprendre à faire la scalpette, parce que j'étais parti, j'avais laissé de la sauce dans l'assiette. Et ça se faisait pas, ça. Et il m'a pas engueulé ou quoi que ce soit, il m'a pris, il m'a assis, puis il m'a dit, regarde, tu prends ton bout de pain, tu ramasses et tu prends tout, on laisse pas. Bon. Je suis devenu un vrai maniaque de ça m'a beaucoup marqué, et si vous allez à la cantine avec moi, vous ne me verrez pas laisser un grain de riz. Je ne peux pas. Hors occasion où je suis quand même obligé de me tenir, je lèche l'opercule de mes yaourts. Alors quand je suis au resto avec ma femme, je fais l'effort de prendre avec la cuillère, et comme elle est aussi écolo jusqu'au bout des doigts, maintenant on n'a même plus d'ouverture sur les yaourts, parce qu'elle fait les yaourts avec le lait qui vient de la ferme, enfin bref, on est jusqu'au bout de ça, hein. Et à un moment donné, ça a commencé à déteindre sur ma vie professionnelle. Enfin, en gros, dès que j'ai fini d'être étudiant, parce que j'ai ingénieur en système mécanique, et ma thèse de master, c'était sur comment est-ce qu'on peut faire des systèmes mécaniques qui vont facilement être recyclés et désassemblés en fin de vie. Donc, il y a déjà ça en tête. Et puis, il y a quelques années, quand j'ai commencé à écrire des bouquins pour l'ENI, j'ai écrit le premier bouquin pour eux qui était sur la performance en partie énergétique, hein. J'avais une préface de Eric Mitlet, qui est le responsable énergie chez Microsoft France, enfin à l'époque, c'était lui. Et c'était très orienté sur comment on tire de la performance des algorithmes, non pas juste aller le plus vite possible, parce que ça c'est simple, il suffit de mettre des plus grosses machines et puis d'en mettre en parallèle, hein. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir des algorithmes qui au final consomment moins d'électricité. Et donc quand je faisais les cours avec les étudiants, je venais avec mes petites prises électriques, là, les Plugwise, on se branchait dessus, on enlevait la batterie du portable évidemment, et puis on regardait, et puis celui qui gagnait le prix, en général un paquet de gâteaux, c'était celui qui avait l'algorithme qui fonctionnait, mais qui fonctionnait en tirant le moins d'énergie possible sur la prise. Maintenant, il faut passer un petit peu à l'échelle, parce que ça c'est sympa de le faire au niveau applicatif, mais quand on regarde le système d'information dans son ensemble, là il y a un gaspillage qui est phénoménal. Bon, vous êtes tous au courant de ce que ça pompe de faire du big data, de faire de l'IA en termes de consommation électrique, etc. Mais je vais parler d'un autre gaspillage qui est peut-être même encore plus fort. Et si on le règle, on pourrait justement ne plus avoir besoin des approches de type IA ou big data, etc., où en fait on recourt à de la force brute, tout simplement parce qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe dans nos SI, quoi. Quand on fait du big data ou de l'intelligence artificielle, souvent, quand vous creusez un tout petit peu le projet, les gens, vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent pas leurs données et ils se disent « mais l'IA est vachement intelligente, elle va sortir des signaux faibles, elle va mieux me faire comprendre ma donnée, etc. » En général, ces gens-là, je leur dis « vous savez, si vous ne comprenez pas bien la question que vous voulez poser, vous avez quand même alors du mal à trouver quelque chose. » Et je rappelle le constat Gartner sur la BI, qui est sorti il y a, je sais pas, 6-7 ans ou un truc comme ça, c'était quasiment 80% des projets qui n'ont pas apporté de valeur business. Big data, etc. est en train de partir pareil, à mon humble avis. Des phrases que vous entendrez jamais quand vous parlez d'un système informatique, ce genre de choses-là. J'ai changé mon ERP le week-end dernier, lundi matin, c'est bon, ça marche. Alors que moi, j'ai changé mon filtre à huile ce week-end, la bagnole, elle marche ce matin. J'ai mis un logiciel générique, ça marche aussi bien que la version commerciale et c'est moins cher. Moi, j'ai mis pareil, hein, j'ai mis le filtre à huile que j'ai acheté chez Darty, et puis c'est bon, ça passe sur ma Toyota, je ne suis pas allé au garage. C'est normalisé, tout ça. Les fonctionnels vont paramétrer le changement de réglementation dans le système. Il n'y a pas besoin des développeurs, c'est juste du métier.
Ouais, le RGPD, c'est que du métier. Pas besoin des développeurs pour faire ça. Pas si sûr que ça. Une panne sur mon SI? Non, non, moi je fais l'entretien régulièrement, donc j'ai jamais de problème. Même chose. Et c'est pourtant des phrases qu'on entend sur un système type voiture. Mais on ne l'entendra jamais parce qu'aujourd'hui on a des SI qui sont des SI jetables. C'est des SI dans lesquels on n'investit pas assez sur la structuration, parce que l'informatique, il faut que ça aille vite, les gens, il y a de la prod à faire, il y a des sites web où il faut vendre, 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 et donc on n'a pas le temps de réfléchir à structurer les choses pour que ça tienne un petit peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, en gros, un SI, il a été rechappé de fond en comble, quoi. Le RP a été changé, le truc de BI, on a pris un autre truc qui allait mieux, etc. Et quand vous regardez 10 ans après un SI, il n'y a presque plus rien qui est pareil. Un SI aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est un rasoir BIC jetable, sauf que c'est un rasoir BIC à 3 millions d'euros minimum, quoi. Quand même un peu dommage. Une autre étude de Forrester Research, là, estime à 72% du budget utilisé pour maintenir en ordre de fonctionnement le système informatique. Ça fait beaucoup. Moi qui viens d'un background d'industrie mécanique, donc conception d'usine, automatisation, trucs comme ça, ce chiffre-là, moi, il me fait bondir. Parce que les coûts, ce qu'il y a, c'est vous avez votre coût de production de valeur ajoutée. C'est en gros, plus vous mettez de personnes et plus vous mettez de matières premières dans une usine, plus elle va produire. Et puis, si à un moment donné, vous avez moins, bah, vous baissez votre production, mais vous baissez aussi vos coûts. À un moment donné, vous passez quand même dans le rouge, parce que l'usine, il faut l'entretenir, il faut la faire fonctionner un minimum, et ce n'est pas parce que vous produisez zéro que l'usine va vous coûter zéro. Vous avez les dépenses fixes, ça c'est les dépenses, de toute façon l'usine vous l'avez acquise, vous payez un loyer, ou vous payez les impôts, etc. Et ça, vous l'avez tout le temps, c'est assez facile. Mais vous avez quelque chose qui est vraiment pernicieux, c'est les coûts de maintenance. Ça va vous coûter quand même, vous êtes sûr que ça va vous coûter, mais si vous les retardez, ça vous coûtera de plus en plus cher. Donc c'est vraiment des coûts sur lesquels on essaye de tirer au maximum. Et dans un système industriel à peu près standard, alors j'ai fait des mélanges entre des chiffres qui viennent d'usines, de lignes de prod, de trucs comme ça, donc c'est à prendre avec des pincettes, c'est à 10 à 20% près, mais en gros, la production de valeur ajoutée, c'est 85%. Les coûts de dépenses fixes, c'est 10, et le coût de maintenance, c'est quelque part entre 1 et 7 ou 8. Un directeur d'usine sur la production automobile, qui est ce que moi je connais le mieux de mon ancienne carrière, s'il n'arrive pas à faire baisser ça en dessous de 3 ou 4%, en général, on le remercie assez vite. En informatique, donc, c'est comme ça, on est d'accord. 72, disait Forrester Research. Il y a 72% de votre budget qui part juste à faire en sorte que le système ne s'écroule pas. Il reste au mieux 20% pour donner de la valeur ajoutée, c'est-à-dire améliorer vos fonctionnalités, faire en sorte que le RGPD il se passe bien, etc., etc. Tant que je suis sur les comparaisons avec la mécanique, parce que moi, la comparaison entre Microsoft et General Motors, là, qui avait fait le buzz il y a en 98 au Comdex, où Bill Gates disait si General Motors faisait des voitures comme nous, on fait de l'informatique, dans 10 ans, on aurait des voitures qui utiliseraient un gallon pour faire 1000 km et qui coûteraient $25. Et dans la légende urbaine, parce qu'en fait, c'était pas vrai, c'est juste des trucs sur Internet, le directeur de GM lui aurait répondu « Oui, mais bon, la voiture, elle partirait dans les décors un jour sur deux, et il faudrait la remettre sur la route et rebooter pour repartir. » Bon, dans un système mécanique qui est aussi simple que ça, c'est un Lego, ça coûte 300 €, il y a 3000 pièces, il y a une dizaine de fonctions qui sont parfaitement indépendantes, vous avez une architecture modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez soulever la carrosserie du châssis, la remplacer par une autre, ça marche vraiment très bien. Vous pouvez même enlever la boîte de vitesse et ça coûte 300 €. Et un système d'informatique d'un client que je suis en train d'aider, là, il y a une quarantaine d'applications, une dizaine de processus qui sont hautement couplés les uns avec les autres, c'est-à-dire que quand il change sa paye, il n'a pas de garantie que ça ne va pas péter son système de recrutement. Une architecture qui n'est pas du tout modulaire, qui est parfaitement monolithique, et je pense que ça lui a coûté minimum plusieurs millions d'euros.
Alors on va me dire, oui, mais tu compares avec une maquette. Ok, faisons les mêmes chiffres avec une bagnole. On passe de 3000 à, allez, 10 000 pièces. On a une centaine de fonctions indépendantes. L'architecture est très fortement modulaire. Et, allez, on est à 30 000 €. On est quand même bien mieux. Alors, je vous expose que des problèmes, là. Et ils sont nombreux, hein, parce qu'à part quelques très rares systèmes d'information dans certaines parties de la banque, de l'assurance, chez les voyagistes aussi, qui ont très bien normalisé leur système, et dans certaines parties de la défense, pareil, parce qu'il y a les normalisations au temps, tout le monde est dans la même wheeze. Mais ça peut changer, ce genre de choses-là. Et dans la boîte pour laquelle je suis directeur technique, on l'a fait. On a fait un énorme changement il y a 5 ans. Changement qu'on n'aurait jamais fait, je vous dis tout de suite, si on n'était pas une boîte qui était possédée par ses salariés. C'est une boîte où l'actionnariat est purement salarié. Donc quand à un moment donné on dit il faut changer la barre parce qu'on ne gagne plus assez d'appels d'offres, etc., on va dans le mur, il n'y a pas d'actionnaires qui nous disent eh oh les gars, l'invest 7% par an maximum. Quand on dit on y va, on a fait un investissement de dingue. C'est-à-dire qu'on a fait l'investissement pendant 3 ans de plus de 20%. Ça nous a coûté assez cher, ça a coûté 20 000 jours hommes, mais il y a des gains qui sont vraiment très très intéressants. Une collectivité publique aujourd'hui, qui est un de nos clients, est capable de changer son processus de validation et de diffusion des informations des usagers sans toucher à une seule application logicielle. Donc avant, une région, par exemple, qui est un de nos clients, ils avaient un système où, quand une personne faisait un changement d'adresse, un étudiant qui était boursier, par exemple, il déclarait un changement d'adresse ou un changement de RIB, ça passait par une cellule dite cellule tiers, et puis ensuite ça passait à la direction administrative et financière, qui disait « moi j'ai pas trop confiance, je vais revalider moi, avant que ça aille dans la base de données de compta, parce que quand même les RIB c'est sérieux. » Et puis au bout de 6 mois, ils se sont habitués, la confiance a été faite, puis ils sont revenus nous voir en disant « bon, maintenant il faudrait un système, il faudrait un truc dans votre logiciel là où on peut juste tout valider automatiquement. » Et puis ils commencent à sortir le carnet de chèques en disant « bon, il va falloir une nouvelle version, donc ça va vous prendre encore 3 mois, et puis il va falloir resetter. » Et puis, si ça se trouve, ça va péter la GF comme l'autre fois. Et puis, on leur a dit, ben non, parce que, rappelez-vous, vous avez payé très cher la dernière fois parce que vous avez suivi sur le projet d'urbanisation. Et ben, ce que vous décrivez là, c'est juste un changement de métier. Donc, on va le faire sans toucher au logiciel. On va juste changer les flèches qui font parler les différents services les uns avec les autres. Donc, on ne relivre pas une nouvelle version, ni de la gestion financière, ni de notre logiciel, etc. On a changé un petit fichier XML avec des roues de camel. On a fait ça sur la pré-prod, ça a pris 10 minutes. Ils ont dit, bah oui, c'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne. Et là, on a vu le DSI se taper la main sur le front et dire, ah oui, je comprends pourquoi vous nous avez fait payer si cher l'autre fois, et puis ce que vous nous aviez dit en termes de modularité ou tout ça. Là, ça y est, je viens de voir vraiment le gain en vrai de ce truc-là. On a fait une autre collectivité qui a réussi à récupérer un legacy. Ils avaient développé tout un logiciel de gestion d'associations. Des fois, on se demande pourquoi. Hein. C'est une communauté de communes. Ils ont un vrai gros service de développement. Ils développent des trucs, ça existe chez les éditeurs. Bon, voilà, ils avaient un legacy chez eux. Et puis évidemment, à un moment donné, comme c'est pas leur métier, il a fallu mettre en place quelque chose d'un petit peu plus costaud. On leur a mis en place un référentiel tiers, et puis les développeurs, ils disaient, bon, on met tout à la poubelle, quoi. Bah non, vous allez juste faire gaffe à prendre désormais la norme, le format pivot, sur les tiers. Il y a un format pivot, il est open source, hein, c'est déposé à la Dulact. Faites en sorte d'être compatible avec ça, et nous, on va vous pousser la donnée à chaque fois. On les a branchés, on les a intégrés, on a paramétré 3 webhooks, c'est tout. Ça s'est fait en une matinée au téléphone. On a mis en prod l'année dernière une innovation métier qu'on n'avait pas réussi à faire il y a 3 ans en mettant 600 jours dessus. On n'avait pas réussi à finir le prototype. L'année passée, on l'a mis en prod en une centaine de jours seulement. Et encore, il y a 50 jours, c'était vraiment de l'architecture de SI, de la gestion d'autorisation et des trucs comme ça. Alors, on est dans un métier un peu spécial, on a la gestion des subventions pour les collectivités, donc j'imagine que vous ne lisez pas la Gazette des communes, mais dans la Gazette des communes, dans ce genre de journaux, on a eu pas mal d'articles sur ce genre de choses-là, parce que on est les premiers à le faire, enfin on est même les seuls à le faire. Récemment, j'ai eu ça aussi.
Un développement qu'on avait estimé à 406 jours de boulot, et en fait, il a été fait en intégration dans Excel en 1 semaine. On a même réussi à avoir des fonctionnalités supplémentaires, des choses qui n'étaient pas prévues dans l'estimation, et le fait de faire ce système d'intégration dans Excel et de créer la fonctionnalité dans un fichier faisait par exemple que l'archivage, il était super simple, quoi. Le gestionnaire nous a dit, mais l'archivage, en fait, il n'y a même pas besoin de penser, quoi. Je prends le fichier Excel, je le mets dans la GED, dans l'archive. Bah ouais. Ah, donc il n'y a même pas à cliquer un bouton, il n'y a pas à suivre de procédure. Bah, vous allez suivre la procédure du service d'archivage électronique, c'est tout. Vous posez le fichier. Nickel. Et on a fait une application, alors j'ai appris récemment qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Zero Code ou Low Code. Il y a 3 ans maintenant, on a réalisé une application Zero Code en prod. C'est des gens du marketing, en fait, qui ont rassemblé des services de notre cartographie, qui ont pris un intégrateur, qui ont rajouté un petit peu de CSS, un truc comme ça pour faire beau, et ça marche en prod. On n'a dérangé aucun développeur pour faire ça. Alors, comment on arrive à faire ce genre de choses-là? Déjà, il faut penser système. Un système, c'est pas juste un ensemble de choses qui sont posées les unes à côté des autres. Pour faire système, il manque des choses. Si on revient aux définitions de notre ami Wikipédia, un système, c'est un but, évidemment, des ressources, leurs interactions, l'organisation avec des règles, la frontière et les interactions avec l'environnement. Donc, en gros, vous avez un ensemble de ressources, les relations entre les différentes ressources, les règles qui suivent, peut-être le plus important là-dedans, un cadre pour définir quelle est la frontière du système, parce qu'après, il y a des interactions aussi avec l'extérieur, et puis, aussi quelque chose d'important, hein, on en a parlé plusieurs fois sur la conf qu'il y avait justement avant, c'était pourquoi faire, quoi. Pour quelle raison métier vous faites un dev? Malheureusement, quand on recherche exemple de système d'information sur Internet, des images, hein, on tombe sur n'importe quoi. On tombe sur un truc, par exemple, qui a une frontière, mais avec des interactions qui ne passent pas par un seul point. On tombe sur quelque chose où visiblement il n'y a pas de règles. On tombe sur un autre où il n'y a pas de différence entre les structures. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des règles apparemment. Bon, il y a un module de compatibilité. Bon, il n'y a pas de structuration. J'en passe et des meilleurs. Il y en a un où le SI, voilà, c'est que les machines. Bah, je sais pas, il y a peut-être les logiciels, il y a peut-être le métier qu'on veut faire, peut-être le processus quand même, hein, c'est important. Bon, bref, vous regardez tout ça et il y a plein de trucs, c'est nul. Ça, c'est la première page de Google quand vous tapez exemple de système d'information et que vous allez sur image. Et là-dedans, il y a un seul truc qui fait sens, qui est propre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le diagramme 4 strates. Alors, il y a peut-être un nom, ce diagramme. Je cherche depuis des années. Et il s'appelle peut-être, je sais pas, tiens, un diagramme de James Burney, peut-être, mais je ne connais pas. Donc moi, je l'appelle diagramme 4 strates, parce que j'ai pas mieux. Et ce diagramme, quand on le regarde, là, il présente des ressources, il présente des liens entre les ressources, il fait voir des règles, il fait voir un cadre complet qui délimite le système, il fait voir aussi des liens à l'extérieur, client, partenaire, qui est l'extérieur du SI, et puis tout en haut, vous avez stratégie de l'entreprise qui est le pour faire quoi, à quoi ça sert le système. Bref, ce genre de truc-là, ça vous permet vraiment de créer un système, pas un ensemble de logiciels qui causent les uns avec les autres de manière boiteuse, et quand vous changez un, ça pète l'autre à côté. J'ai remis cette définition là aussi de la cartographie et de son aspect indispensable, hein, parce que ça, c'est un système qui permet de faire de la cartographie du système, et en particulier, c'est pas un hasard si j'ai choisi la définition qui est donnée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est parce que ce genre de cartographie aussi est extrêmement important pour faire de la cyberdéfense. Vous ne protégez pas un territoire si vous n'avez pas la carte, déjà. C'est la base. C'est aussi ce que l'ANSSI dit dans ses documents. Hein, c'est n'essayez pas de faire de la cyberdéfense avancée. Je ne parle pas juste de mettre à jour votre Apache, hein, de la cyberdéfense un petit peu plus complexe, hein, pour les opérateurs d'intérêt vitaux, les trucs comme ça. La première chose, c'est d'avoir une cartographie propre. Les découpages aussi, quand on va parler d'alignement IT, les découpages en microservices qui sont alignés sur le métier, c'est aussi des choses qui vous permettent de mettre en œuvre ce qu'on appelle les approches mangue au lieu de noix de coco. Pour la sécurité, vous savez, une noix de coco, oui, je parle beaucoup de bouffe, hein.
Une noix de coco, bah, c'est effectivement très dur, mais à partir du moment où vous avez trouvé une faille, un trou dedans, eh ben, hop, vous renversez tout le lait et vous avez récupéré tout le jus, toute la partie intéressante de votre système. La mangue, c'est différent. Le tour, il est mou, donc vous pouvez couper facilement. Puis quand vous vous rapprochez du centre, c'est un petit peu plus dur. Alors le noyau lui-même, c'est super dur. Eh ben, découper et aligner sur des modules techniques, métiers, pardon, c'est ce qui va vous permettre de réaliser ça en cybersécurité. Donc, votre site institutionnel, il est mou parce qu'on s'en fiche, quoi. Il se fait défacer, c'est pas grave. Il faut relancer le Docker et puis c'est bon. Une seconde après, le truc il est revenu en ligne. Et puis si le gars il insiste parce qu'il a trouvé une faille et qu'il vient le défacer toutes les 5 minutes, bah, vous mettez un cron et puis vous le relancez toutes les 3 secondes. Il va vite se fatiguer. On s'en fiche de ça, c'est mou. Et puis ensuite, plus vous rentrez dans le cœur de votre système, plus vous mettez des couches. Et si vous avez des couches qui sont bien alignées sur le métier, si derrière c'est des microservices qui chacun ont leur authentification différente, avec un système potentiellement calqué sur des langages différents, donc avec des failles différentes, etc., bah pour arriver au cœur de la mangue, c'est-à-dire la base de données où il y a le pognon, la gestion financière de votre collectivité ou le RP de votre boîte, eh ben, la personne elle va faire 6 sauts et trouver 6 failles. En général, elle ira attaquer quelqu'un d'autre avant ça. On parle souvent des silos comme étant un problème. Il faut bien se mettre d'accord sur le fait que le silo est un problème quand il traverse les zones de votre carto. Donc, si vous avez des silos qui font que, parce qu'une personne est dans un organigramme, on est au niveau fonctionnel là, elle utilise un logiciel qui est que pour cette partie-là de l'organigramme, et que du coup, elle n'arrive pas à se coordonner avec les autres dans un processus métier, alors là, oui, vous avez effectivement un problème de silo. Mais si le silo, c'est juste d'avoir des applications qui sont parfaitement étanches les unes des autres, c'est pas un problème du tout. Au contraire, c'est plutôt bien. Vous êtes quand même plutôt content de savoir que quand vous déployez la nouvelle suite de Office, a priori, votre MySQL, il ne plante pas sur la même machine. Parce que sinon, ça serait un petit peu gênant. Donc ça dépend d'où. Maintenant, le problème dans la plupart des SI, on a commencé à en parler, bah, c'est que quand les gens ils veulent désiloter, parce que c'est vraiment le truc à la mode, il faut abattre les silos, etc., bah, le problème en général il est plutôt organisationnel, c'est comment on travaille ensemble. Et bah, la traduction de ça, souvent, c'est de dire faut mettre des ETL. On va brancher la base de données de l'ERP sur la base de données de prod, et puis on va tirer, et puis on va faire un trigger qui fait qu'à chaque fois ça bouge, on mettra un +1 là-dedans. On va mettre un truc de big data qui récupérera les données qui reviennent de partout. Et à un moment donné, oui, mais tout ça, c'est technique. C'est-à-dire que le trigger, donc demain, vous changez votre logiciel de paye, le trigger, il ne fonctionne plus. Et donc, le message sur lequel vous comptiez pour mettre à jour votre BI ou votre nombre de présents, etc., ou votre compta, ne fonctionne plus. Et il y a plein de SI comme ça, où, alors ça, c'est pas un SI sur lequel j'ai mis des flèches juste pour illustrer le concept, hein. C'est un vrai SI. Et ça, c'est les flux qui représentent les tiers physiques, les individus. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon donc un plat de spaghetti. Je parle vraiment tout le temps de bouffe, je suis désolé. Je vous laisse imaginer la complexité de gérer le RGPD là-dedans. Un client que je conseille en ce moment, là, ils ont fait un test un soir pour voir si le RGPD, tout fonctionnait bien. Ils suppriment un tiers test dans la CRM. Ça a l'air de se propager, ça revient. Et puis en fait, avec le jeu des ETL, des synchronisations, des renvois de base, des trucs comme ça, le lendemain, il était réapparu. Bon, on lui a dit qu'il ne vaudrait mieux pas qu'il ait un contrôle CNIL tout de suite. Pour ce qui est des applis, au final, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Avec tout ce qui a été fait sur le domaine de l'agilité, le design thinking, etc., on a des solutions et il commence à y avoir des pratiques à peu près diffusées pour bien faire des applications logicielles. Par contre, au niveau du système, bah, il y a encore pas mal de taf, hein, comme j'espère vous l'avoir démontré, mais il y a des solutions, et les solutions, il ne faut pas aller chercher des trucs, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il faut reproduire ce qui fonctionne correctement ailleurs. Alors, juste aujourd'hui, ce qui se passe, hein, pour bien préciser, ce qu'on fait traditionnellement dans les systèmes d'information, c'est qu'on dit les process,
c'est dans les pratiques, quoi. Les gens, ils savent, et en général, vous allez dans n'importe quel système d'information, dans n'importe quelle boîte, les gens, ils travaillent bien ensemble. Ils savent tirer parti du système d'info pour faire leur travail. Et puis quand le système d'info, il les aide pas à communiquer, ils compensent. Parce que c'est des humains, parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils savent que quand dans un formulaire, il y a un 06 27 62 bidule dans adresse, faut le déplacer, il faut le mettre dans téléphone, quoi, parce que sinon, c'est pas bon. L'ordinateur, il ne sait pas faire ça, lui. Donc on compense par de l'humain la partie business process. Les gens, ils l'ont dans la tête, ils savent, quand j'ai fini mon boulot, je donne le dossier à machin, ou je lui dis que j'ai fini de rentrer la commande et qu'il peut la passer à la compta. Ça marche pas trop mal. Mais du coup, c'est pas automatisé, c'est pas dans le système. Et en général, quand on regarde la strate numéro 2, il y a très très peu de boîtes ou de collectivités dans lesquelles il y a un formalisme de ça. Souvent, il y a un formalisme des workflows. Il y a des boîtes qui rentrent dans des processus, du BPM, des choses comme ça, qui documentent assez bien ce qu'elles font. Il y a aussi des fois de la carto technique qui est très bonne, avec des systèmes comme Nessus, où tout ça, on est capable de regarder en temps réel ce qui se passe sur le réseau, voire même de détecter ce qu'il y a comme application sur les serveurs. Ça marche. La difficulté, c'est vraiment ce qu'il y a au milieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que le workflow, il est dans la tête des gens, mais à un moment donné, il a bien fallu le mettre dans le SI. Et donc, ça s'est fait de manière non formelle, en faisant des branchements un petit peu à la va comme je te pousse, et en disant, globalement, ces branchements-là, ça représente ce qu'on fait. Oui, mais quand on change le processus, du coup, il faut changer l'info. Et l'info, elle est réfractaire, parce que ça met du temps. Et puis que, comme le truc, il est couplé l'un à là, quand je bouge ici, ça tape là, et etc. Vous posez la question dans vos SI, combien de temps ça met pour ajouter un champ? Il y a des gens qui vous disent un champ, c'est-à-dire dans le formulaire, et tu veux que ça passe dans le métier, et que je puisse faire des règles métiers dessus, et que les reports y soient à jour. Tout, quoi. Ouais, 5 jours. Oh, ah bon, comment on va faire alors? Parce que la réglementation sur les bourses, par exemple, elle change tous les 6 mois, quoi. Donc tous les 6 mois, on va passer 5 jours, et on retombe sur les 72% dont je vous parlais, quoi. Juste faire en sorte que ça ne s'écroule pas. C'est trop de temps, ça. Il y a des solutions pour faire ça. Alors, c'est des solutions connues. On parle d'alignement business IT. L'alignement business IT, ça consiste à dire les processus, ils sont formalisés. On décompose des activités sur ces processus, enfin des tâches pour être plus précis, et on aligne les tâches sur des fonctionnalités. Si votre diagramme au niveau 2 il est bien fait, vous retrouvez en général 5 domaines standards, le master data management, le collaboratif, les outils communs, la BI et au centre, évidemment, les métiers. Et en général, les métiers, quand l'organigramme de la boîte et le SI sont bien alignés, vous retrouvez l'organigramme de la boîte à l'intérieur. Si vous faites ça, vous arrivez déjà à avoir un alignement assez correct. Et ensuite, si vous voulez aller au bout des choses, eh bien, vous alignez vos logiciels là-dessus. Donc vous faites, alors pas nécessairement des microservices. Nous, on a l'habitude de dire qu'on a changé notre appli, qu'on l'a transformée en microservice. Mais on a changé une application qui faisait 1,2 million de lignes de code en une soixantaine de microservices. Donc ils ne sont pas si micros que ça, quoi. Le but, c'était pas la granularité. Nous, on n'est pas des Google ou Netflix ou des trucs comme ça. On n'est pas en train de gérer le tout petit grain parce qu'on a 100 000 serveurs et que derrière, on va y gagner. Nous, l'intérêt de la découpe, c'était d'être parfaitement aligné sur le fonctionnel, sur le métier de nos clients. Et de pouvoir dire, vous touchez, je sais pas moi, à la gestion des dispositifs de bourse, eh ben, on vous garantit que vous allez jouer juste sur le service qui s'appelle référentiel dispositif, et il n'y aura aucun impact sur les autres. Parce que, en fait, les orchestrations, elles repassent par le haut, elles repassent par le métier, et les applications, elles ne s'appellent pas n'importe comment. Elles s'appellent selon des méthodes bien précises, normalisées, contractualisées en amont. Et ça marche bien. Et puis après, évidemment, vous réalignez sur la couche matérielle. La couche matérielle, en fait, pose rarement des problèmes de couplage. Avec tout ce qu'on a en termes de virtualisation, de conteneurisation, etc., il y a plein de moyens techniques pour faire que la couche 4, elle ne pose plus jamais de soucis, la couche matérielle. Quand je dis que les solutions, elles existent depuis longtemps, c'est... Voilà, urbanisation des systèmes d'info, 1998, 2 bouquins de référence, 2008, quand même. On va reprendre aussi, qu'est-ce qui fait que l'industrialisation, ça marche,
répétabilité, modularité, normalisation. C'est ça les 3 principes maîtres de l'industrialisation. La modularité, hein, ça fait 20 ans qu'on essaye en informatique avec, alors je les reprends dans l'ordre, avec les routines, les librairies, COM, DCOM, SOA, DNA, COM+, enfin j'en passe et des meilleurs, et à chaque fois ça ne marche pas parce qu'on ne va pas résoudre un problème métier avec des réponses techniques. Le problème est métier, il faut le résoudre avec des approches métiers. Et c'est justement ce que font les normes. Les normes, elles alignent le métier et la technique. Et puis il y a des outils intellectuels, mais ça on en a parlé. Pensez juste le système plutôt que ses parties. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de cahiers des charges sur des applications. Ouais, mais je vois rarement des cahiers des charges sur le système dans son ensemble. Or, c'est ça qui donne de la valeur. Diviser pour mieux régner, c'est-à-dire avoir le bon découpage modulaire. Et puis quelque chose que j'aime bien comme slogan, c'est dire le changement, c'est tout le temps. On dit souvent le changement, c'est maintenant. Là, en fait, non. Moi, j'ai jamais vu un système d'info où le client, au bout d'un an de boulot, il nous dit bon ben voilà, ça y est, c'est fini, ça marche, merci, au revoir, et puis ben on se reverra plus, hein, puisque maintenant ça marche. Le client, il vous rappelle tout le temps 6 mois après en disant ah zut, il y a le RGPD maintenant. Et puis la réglementation, elle a changé, et puis, ça change toujours. Donc, c'est ça la différence avec la plupart des façons dont on fait les SI aujourd'hui. Aujourd'hui, les SI, ils sont faits pour prendre un métier et l'appliquer techniquement. Les approches d'urbanisation, c'est de dire non, on va créer la structure pour prévoir le mouvement dès le début, pour prévoir que ça bouge. Pour ça, vous avez des outils d'orchestration, normes BPMN, implémentés dans Bonitasoft, Bisagie, j'en passe et des meilleurs. La modularité, vous avez des choses qui s'appellent les Enterprise Integration Patterns, qui sont des tout petits modules qui vous permettent de faire de l'orchestration et de mettre en relation vos logiciels de manière très simple. Vous avez aussi les webhooks, vous avez plein de trucs qui vous permettent de faire ça. Ça marche très très bien. Et puis pour la normalisation, de la même manière que la normalisation de l'électricité, on est d'accord, ça a quand même bien montré ses preuves ce truc-là. Il faut se rappeler que dans les années 20, Paris, il y avait 6 régies d'électricité différentes, avec des voltages différents. On n'imagine pas ça aujourd'hui, on se dit mais c'est complètement dément. Dans nos SI pourtant, tout le monde fait ça. Tout le monde gère des produits, des clients, des machins, etc. Il n'y a toujours pas de normes. Alors à un moment donné, faut les faire, les normes, quoi. Donc vous gérez vous faites de la GED, il y a une norme, c'est CMIS 1.1. Quand vous n'en avez pas, alors déjà, il faut chercher plus, parce que dans 90% des cas, je vous assure, il y a une norme. La Commission européenne va jusqu'à normaliser la taille des ablettes. Donc on trouve des choses. Les tiers, je vous disais, il n'y a pas de normes. En fait, si, il y a les corps vocabularistes de la Commission européenne qui sont publiés, qui sont très bien, et qui gèrent pas mal de choses déjà. Et puis s'il n'y en a pas, c'est là où il faut faire ce qu'on appelle un format pivot. Donc vous contribuez votre propre ontologie, vous l'alignez le plus possible sur des normes existantes. Donc, dès que vous descendez dans le grain, vous retombez sur des normes. Et puis, vous suivez des approches de type domain-driven design ou des choses comme ça qui vous aident à gérer des contextes métiers bien différents. Juste pour illustrer la difficulté de verbaliser une norme, l'ISO 5218, c'est une norme pour la représentation du sexe. C'est 0, inconnu, 1, masculin, 2, féminin, 9, non applicable. 24 pages. Et 4 mois de boulot d'un consortium où ils étaient une vingtaine de personnes. Pendant ce temps-là, dans l'industrie, je prends un truc au hasard, une usine de brasage, il y a tout ça comme norme, qui définit tout, quoi, qui définit comment c'est chargé, comment se fait le pick and place, etc. On a encore du taf. Donc, les règles, si elles changent très rarement, les normes, il y en a plein. Et puis, si elles changent fréquemment, c'est pareil, il y a des solutions. Vous avez les Business Rules Management Systems. C'est des systèmes informatiques qui sont faits pour stocker les règles métiers et vous permettre de les rendre indépendantes du reste de votre SI. Pour la data, vous avez le Master Data Management. Je ne vais pas revenir sur mon argument sur le Big Data. Big Data, au passage, 90% du métier aujourd'hui des data scientists, c'est juste de faire le ménage dans les données. Un peu gênant. Vous avez ce que vous pouvez faire de mieux, c'est justement remplacer les bases de données par un référentiel. Et un référentiel, c'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de métier. C'est quelque chose qui vous dit la vérité dans le SI, elle est à cet endroit-là.
Et il se trouve que c'est peut-être implémenté par 2 bases ou une, ou etc., où il y a des morceaux qui sont récupérés de l'extérieur, on s'en fiche. Au final, il y a un contrat et tout le monde sait qu'il peut se baser là-dessus, que c'est fiable. Voilà, donc l'architecture cible, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on retrouve sur Wikipédia, si vous allez sur le SI durable. Un Master Data Management, un BRMS et un BPMN. Et un BPM, pardon. Petite proposition, moi, j'aime bien rajouter un gisement de données là-dessus pour faire du reporting de manière asynchrone. On retombe tout ce dont on a besoin, c'était là pour faire système. Les règles, BRMS, le Master Data Management, et des fonctionnalités métiers principales, et le BPM, c'est votre description formelle des processus métiers. Bref, ça, on arrive à le régler. Hein. Le plat de spaghetti dont je vous parlais, on a réussi à le régler chez le client, et c'est quelque chose d'aussi simple que ça maintenant. Ça prend du boulot intellectuel, mais on arrive à quelque chose de bon. Je ne fais pas de pub parce que je n'ai pas cité la boîte pour laquelle je venais. Et puis de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de gens qui vont acheter des systèmes de gestion de subventions ici. Mais ça marche tellement bien que là, on a eu la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, l'annonce qu'un des concurrents à nous jetait l'éponge, quoi. La boîte est à vendre. Et nous, on a gagné tous les appels d'offres depuis 2 ans et demi. Il y a 5 ans, on était vraiment sur la pente descendante. On descendait en dessous de 40% du marché, etc. Là, on gagne tout depuis 2 ans et demi avec ces approches-là. Et les clients sont prêts à payer. On a gagné des appels d'offres où on est 2 fois plus cher que d'autres. Parce qu'ils voient l'intérêt de quelque chose de modulaire, et quand ils achètent, ils savent qu'ils ne vont pas mettre à la poubelle au bout de 5 ans. Voilà, il n'y a pas de gâchis. On revient à la scarpette. Si vous retenez qu'un seul truc, en fait, c'est ça. Ne branchez pas vos applications ensemble. Les applications, elles implémentent un bout de métier, et si elles ont besoin d'un autre métier, eh ben, elles appellent le métier qui est lui-même implémenté par une autre application. Ce niveau d'indirection-là, c'est ça qui vous donne la souplesse dans votre système d'info. Et je finirai sur un slogan qui est pas de moi, mais je ne me rappelle plus de qui. C'est Yves Cazot qui disait, en fait, l'urbanisation, ça ne s'achète pas. Donc, il va falloir retrousser les manches si vous voulez faire ce genre de choses-là. Merci pour votre attention, et je crois que je dépasse, non ?